Europe Soir. De uma forma fraquejar, não. For all Americans. Dalle istituzioni. Isabelle Millet sur Europe 1. Et à 18h52, le monde dans votre radio avec Gwendoline de Bono. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. On va tout de suite prendre avec vous la direction de la Pologne où la Cour suprême entre en résistance. Oui, sa présidente défie le pouvoir politique. Cette semaine, le gouvernement l'a d'office mise à la retraite en votant une loi qui abaisse l'âge maximal des juges en activité de 70 à 65 ans. 26 autres juges sont concernés. Pour la présidente de la Cour, c'est une violation de la Constitution et en signe d'opposition hier, elle s'est rendue à son bureau le matin sous les acclamations d'une foule de manifestants venus la soutenir. Parmi eux, l'ancien chef de Solidarność qui est prix Nobel de la paix, Lech Walesa. Ceux qui violent la Constitution sont des criminels, c'est ce qu'il a dit en référence aux membres du parti ultra-conservateur au pouvoir. Alors Gwendoline, si la rue se mobilise, c'est que ce conflit autour de la Cour suprême, il s'inscrit dans le cadre de réformes judiciaires très contestées. Oui, en fait, les ultra-conservateurs du parti de droit et justice sont revenus au pouvoir en Pologne il y a 3 ans et quasiment dès leur prise de fonction, ils ont fait voter une série de lois pour transformer le système judiciaire, de l'ingérence pour l'opposition. Un exemple, en 2015, donc l'année où ils arrivent au pouvoir, le gouvernement a refusé la nomination de 5 membres du tribunal constitutionnel et il les a remplacés par des personnalités qui lui étaient beaucoup plus favorables. Un coup d'État, c'est ce qu'avait dit à l'époque Martin Schulz, qui était président du Parlement européen. Et justement, l'Union européenne menace le gouvernement de Varsovie. Oui, cette semaine, et pour la 3e fois, Bruxelles a lancé une procédure contre Varsovie. L'Union européenne considère que la dernière réforme, celle de la Cour suprême, sape l'indépendance de la justice. L'exécutif européen a donc envoyé une lettre de mise en demeure au gouvernement polonais qui a 1 mois pour répondre. Le Premier ministre polonais l'a fait en 48 heures. Mon pays a le droit, je cite, d'élaborer son système judiciaire selon ses propres traditions. Gwendoline, on quitte la Pologne, direction maintenant le Canada où on va rejoindre notre correspondante Marie-Laure Josselin. Bonjour. Bonjour. Marie-Laure, vous nous parlez ce soir de la ville de Toronto qui vit une flambée de violence depuis le début de l'année. 50 meurtres, plus de 200 fusillades et parfois en centre-ville. Effectivement, imaginez dimanche, la police et le maire de Toronto viennent à peine de dénoncer la fusillade de la veille qui a coûté la vie à 2 personnalités du monde du rap, dont un ami du rappeur Drake, qu'une autre fusillade a eu lieu. De janvier à fin juin, il y en a eu plus de 200. L'an dernier, c'était 170 pour la même période. Une fusillade a marqué les esprits plus que les autres. C'était il y a 15 jours, sur un terrain de jeu où se trouvaient une quinzaine d'enfants, une dizaine de balles tirées et 2 petites filles, 2 sœurs de 5 et 9 ans, blessées sévèrement et des enfants traumatisés. Marie-Laure, est-ce qu'on a une idée des raisons de ces fusillades ? Pour le chef de police et le maire John Tory, c'est clair, la plupart sont imputables aux gangs de rue. La priorité du maire, c'est de mettre ces gangsters en prison. Et la réponse de l'administration ? Plus de policiers, 200 de plus d'ici la fin de l'année et le rétablissement de programmes qui offrent une alternative aux gangs de rue. Sauf que pour plusieurs politiciens et chercheurs, il faut plutôt miser sur une transformation sociale et se pencher sur la pauvreté urbaine et la discrimination sur le marché du travail. Alors, ces violences, là, on parle de Toronto. Est-ce que ces violences sont également en augmentation dans d'autres parties du pays ? Effectivement, si les taux globaux de criminalité ont diminué, les crimes commis à l'aide d'armes à feu et les activités des gangs de rue, eux, augmentent dans le pays, notamment à Ottawa, réputée pour être une ville quand même calme. Parmi les mesures prises pour tenter d'y remédier, le gouvernement a déposé fin mars un projet de loi pour rendre plus difficile l'achat d'armes à feu. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure Josselin, correspondante d'Europe 1 au Canada. Gwendoline de Bono, vous êtes toujours avec nous. En quelques mots, la crise politique au Nicaragua qui coûte très cher au pays. Oui, le président Ortega s'accroche au pouvoir et l'économie s'effondre. Il n'y a presque plus de tourisme. 90% des réservations ont été annulées. Des commerces ont fermé suite aux violences dans les manifestations. 200 000 personnes se sont retrouvées au chômage. Selon plusieurs estimations, plus d'1 million d'habitants au Nicaragua risquent de tomber dans la pauvreté si aucune solution politique n'est trouvée. Parlez-nous aussi de ces médecins cubains qui arrivent au Kenya. Oui, ce sont pour la plupart des spécialistes envoyés pour 2 ans dans le pays par le gouvernement cubain. Alors l'objectif de ce partenariat entre Nairobi et la Havane, c'est de pallier au manque de médecins au Kenya. Il en faudrait 40 000 de plus selon l'OMS. Par ailleurs, 50 médecins kenyans iront, eux, se spécialiser à Cuba au mois de septembre. C'était Le Monde dans votre radio. Merci Gwendoline de Bono. Dans un instant, c'est le retour de l'info. Et puis à 19h30, je reçois le spécialiste de la mode, Loïc Prigent. Europe.